la Chambre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le président. Bien, hier, on a reçu votre déposition. Ce matin, on va certainement débuter cette audience avec l'interrogatoire qui sera mené par monsieur le procureur général, qui sera suivi par celui des conseils des parties civiles et pour finir avec certainement des questions de la défense. Mais dès à présent, on va demander au procureur de débuter dans son contre-interrogatoire. Je demande Je vous remercie, monsieur le président. Anta, si vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur général. Professeur Zakaria Fadoul Khidir, bonjour. Bonjour. Des fois, on voit Zakaria Fadoul Khidir, des fois Kitir. Quel est le bon nom? Bon, Kitir et Khidir, je crois que c'est la même chose. Hein. Normalement, dans le milieu Zagawa, si vous dites Khidir, on ne vous comprendrait pas parce que le son Kha n'existait pas. Tout ce qui est Kha est transformé en Ka. Donc, si vous dites Khidir, ils vont prononcer Kitir. Donc, en dehors de la communauté, on dit Khidir. Khidir, c'est le nom donc, musulman. Mais dans la communauté, on prononce Kitir. Très bien. Quelles étaient les fonctions que vous occupiez au moment de votre arrestation? J'étais le chef du département des lettres et linguistiques à l'université de N'Djamena, ex-université du Tchad. D'accord. On a vu que vous êtes rentré au Tchad en 1982, année qui a coïncidé avec l'arrivée de M. Hissène Habré au pouvoir. Oui. Y a-t-il une coïncidence avec cette arrivée au pouvoir? Non, non. Toute la période de conflit, j'étais à l'étranger. Et en 82, précisément, je finissais mes études au Congo-Brazza, parce que j'étais au Congo-Brazza pour préparer un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les lycées. Et je venais de finir donc, mes études, je rentrais tout simplement. Donc il n'y avait pas de coïncidence politique. En 1984, vous êtes nommé secrétaire scientifique à l'Institut national des sciences humaines, oui, à l'université de N'Djamena. Oui. À quoi est due cette nomination? Aviez-vous des accointances dans le pouvoir? Non, l'Institut faisait des sciences, des études, donc des recherches en sciences humaines.
Et comme il n'y avait pas tellement de... Les autres étaient dans les facultés. Donc j'étais, je crois, la seule personne disponible. Et on m'avait nommé à ce poste. Entreteniez-vous des rapports avec l'accusé? Est-ce que vous le connaissiez personnellement? Avec? L'accusé, M. Hissène Habré. Bien, alors l'accusé, je crois que si je me rappelle bien, je l'ai vu à Bruxelles. J'étais à l'Institut catholique des hautes études commerciales. À l'époque, je crois qu'il cherchait des gens pour aller en rébellion. Pour la première fois, il était venu me voir. Bon, ce n'était pas la première fois, je l'ai vu une première fois. Donc, quand il devait aller en études. En quelle année? Bon, c'était dans les années, je ne me rappelle pas très bien, 70, 12, je ne me rappelle pas très bien. Donc, j'étais chez Abonassour. Abonassour était un homme politique à l'époque. Et lui et Ali Abdoulaye Sabre étaient là-bas. Donc je l'ai vu, mais je n'avais aucune connaissance de lui, donc il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Donc on m'avait dit que c'est Hissène Habré qui devait aller en études. Et ça, c'est la première fois. La seconde fois, j'étais moi-même à Bruxelles pour faire des études. Il s'est préparé pour aller, je crois, en rébellion. Je crois qu'il cherchait des étudiants. Et il était venu me voir dans ma chambre à Bruxelles. Mais curieusement, il ne m'a rien dit, absolument rien dit. Il n'avait même pas pris le thé que je prenais. Et après m'avoir salué un instant, il était reparti. Peut-être il avait cru que je n'avais pas l'allure pour être en rébellion. Donc il ne m'a rien dit, il était parti. Ça, c'est la première fois. Donc je crois que c'est la deuxième fois que je le vois de si près. Et la troisième fois que je le vois de si près. Sinon, on n'avait pas vraiment de contact. Je sais que quand j'étais rentré du Congo-Brazza, j'avais dépassé l'âge de l'intégration à la fonction publique. Il avait signé un décret pour permettre à ce que j'intègre la fonction publique. Ça, je sais. Sinon, je n'ai pas d'autre... Donc, il m'a libéré de la prison, je vous l'ai dit hier. Donc, il n'y a pas d'autre rapport. On y reviendra. C'est donc à partir du 1er avril 1989 qu'a commencé la répression contre les Agawa. Quelle en était la cause? Bien, comme je vous ai dit, d'abord, il y avait eu des mutineries dans l'armée. On avait, je crois, arrêté, donc on avait d'abord tué des gens. On avait arrêté M. Yacoub Sini, c'était un responsable militaire. Il y avait Yacoub Issaka. Il y avait Hamid Sinin, il y avait Issa Suleiman Maloum, il y avait Abdallah Oumar, c'était des officiers Zagawa. On a commencé par les arrêter. D'abord, on avait arrêté des officiers. Donc, le com-chef n'était pas au courant, il n'était pas d'accord sur ces arrestations. Ensuite, il y avait eu cette histoire de mutinerie en 89, je crois précisément en février 89. Les militaires étaient partis, les payeurs étaient partis de N'Djamena pour, donc, avec la solde des militaires à Our, dans le Tibesti. Vous savez qu'à l'époque, dans toutes les localités, il y avait deux forces. Il y avait les éléments de l'ANT, Force armée du Tchad, et les éléments de la sécurité présidentielle. La sécurité présidentielle, c'était des gens qui étaient bien nourris, régulièrement payés et qui avaient des égards donc vis-à-vis des autorités. Tandis que les éléments de l'ANT étaient vraiment délaissés. Et ils n'étaient pas payés. Ils accusaient plusieurs mois de retard dans leur solde. Et quand, en 1989, les payeurs étaient venus à Our pour payer les gens du SP, c'est-à-dire sécurité présidentielle, ceux de l'ANT ont riposté en disant que nous sommes tous des militaires. Il n'y a aucune raison que vous payiez les gens de la sécurité présidentielle tout le temps et que nous n'ayons pas notre solde. Et donc, ils ont arraché la solde. Et c'est là que la DDS était partie de N'Djamena et avec les éléments de SP qui étaient sur place, ils ont fait vraiment un massacre. Ça, c'est la seconde chose.
après les premières arrestations. Il y avait eu une autre mutinerie à Ounyanga Kébir. Là aussi, on avait tué une quarantaine d'officiers. Dans les deux cas, c'est-à-dire que le cas de la paye et le cas de Ounyanga Kébir, ni le com-chef, donc c'est-à-dire Hassan Diamos, ni le conseiller aux affaires militaires, c'est-à-dire Idriss Déby, n'étaient associés à l'action ni informés. Donc ils apprenaient la chose comme tout le monde dans la rue. Et c'était très très choquant pour eux. C'est-à-dire c'était une sorte de marginalisation. Donc ils avaient compris que le courant ne passait pas. Et ça aboutit par l'arrestation de Siddiq Fadou. Alors l'arrestation de Siddiq Fadou, ils ont fait quelque chose de spectaculaire parce que normalement, si le président téléphonait au com-chef, c'est-à-dire au commandant des forces armées Hassan Diamos, pour lui demander de conduire Siddiq à la présidence, il l'aurait fait. Il n'y avait pas lieu d'encercler la résidence du commandant en chef. Excusez-moi de vous couper. Oui. Arrêtons-nous sur Sadiq Fadou. C'est Sadiq Fadou ou Siddiq Fadou. Fadou. Siddiq Fadou, vous avez parlé de son arrestation. Oui. Et vous avez déclaré qu'elle fut l'un des éléments déclencheurs du départ de M. Idriss Déby et M. Hassan Diamos en rébellion. Oui. Avant qu'il ne vienne, vous avez dit, avant qu'il ne revienne au pays, vous avez déclaré que c'est Hassan Diamos qui l'avait convaincu, sur conseil de M. Hissène Habré, de rentrer et que rien ne lui arrivera. Pouvez-vous revenir sur ces faits? Bon, quand j'étais revenu du Congo-Brazza, je n'avais pas encore mon doctorat. Vous savez que j'ai eu une scolarité très difficile et très retardée aussi. Donc, quand j'étais revenu, je me suis inscrit à la Sorbonne pour faire une thèse. Et en 1987, précisément, je devais soutenir ma thèse à la Sorbonne, Paris 3. J'étais là-bas. Et Siddiq Fadou était venu me voir, parce que je suis l'aîné de la famille, pour demander conseil. Il m'avait dit que Hassan Diamos lui avait dit qu'il avait des garanties du président, que je serais en sécurité et que je serais placé aussi à un poste alléchant. Que penses-tu? Moi, je lui ai dit qu'il te donne un poste, qu'il ne te donne pas, qu'il te tue sur le champ. Moi, je ne suis pas pour que tu parles d'hôtel en hôtel à l'étranger. Il faut rentrer directement à la maison. C'est ce que je lui ai dit et c'est ce qu'il avait fait. Et qui était-il vraiment? Quelle importance avait-il au point d'être courtisé, entre guillemets, par l'ancien président Hissène Habré? Mais il était un responsable, un officier, un responsable du GUNT. Donc il était l'un des chefs du GUNT. Et quand le GUNT était au pouvoir à N'Djamena, c'est lui qui était le responsable un peu de la ville de N'Djamena. Je crois que le terme, je ne sais pas très bien, on appelait Prévoté ou Provoté, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et il était le chef de Prévoté. Prévoté. Prévoté, voilà. Très bien. Parlez-nous maintenant de son arrestation. Il est revenu au pays. L'accusé n'a pas respecté sa parole. Il fut arrêté. Parlez-nous de cette arrestation. Bien, donc c'était le 29 juin 1988, vers, disons que 13h, 14h, au moment du repas. Siddiq était en train de manger avec le commandant. Depuis qu'il était rentré, il n'était pas rentré chez lui. Il vivait toujours avec le com-chef. Bien qu'on lui avait préparé une maison, tout, on avait tout mis, le meuble, tout, mais il n'était pas parti dans cette maison, il était toujours avec le com-chef. Je crois que c'est sur le financement de Hissène Habré lui-même qu'on lui avait préparé cette maison, une villa qu'il devait occuper. Mais il n'avait pas occupé cette villa, il était avec le com-chef, et il était en train de manger. Et c'est, je crois que Guinée, avec ses éléments, et avec un certain Abdelkarim Ahmad Tadjadine, c'est quelqu'un de la famille Hagar. Ahmad Tadjadine, c'est le neveu du sultan Abdelrahman Hagar, c'est le cousin, pardon. Et donc, ils sont allés, ils ont envoyé Abdelkarim pour dire qu'on a besoin de Siddiq Fadou. Et le com-chef avait dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Et comme il avait vu que la maison était encerclée, d'abord il avait cru qu'on était venu pour l'arrêter.
Et comme la personne qui est entrée lui avait dit que c'est Siddiq Fodol qu'on a, enfin, on a besoin de Siddiq Fodol, il était sorti avec lui et il s'est adressé à Guini, parce que c'est Guini le responsable. Il a dit, mais cet enfant, c'est moi qui l'ai amené et le président m'a donné sa parole. Comment ça se fait-il que vous veniez pour l'arrêter? Il a dit, mais monsieur, le comchef, ce n'est pas de notre gré, c'est-à-dire c'est le président qui nous a envoyés. Donc, ils ne font qu'exécuter l'ordre. Sur ce, il a pris sa voiture et il les avait suivis. Il est allé directement voir le président et il lui a rappelé qu'il lui avait donné sa parole et qu'on ne toucherait pas à Siddiq. Il a dit, monsieur Hassan, si Siddiq n'avait rien fait, il serait libéré. Tu laisses la police faire son travail. Je crois que c'est la phrase qu'il m'avait répétée lui-même, Hassan lui-même. Et sur ce, donc, il était revenu et je crois qu'ils ont dit que c'est trop, donc il faudrait qu'on trouve une solution. Et ils se sont concertés avec Idriss Déby et les autres. Donc ils se sont retirés, c'est-à-dire 77 éléments qui s'étaient, avec des civils, s'étaient retirés donc, dans la nuit du 30 au 1er avril. C'est comme ça qu'ils sont allés en rébellion. Oui. Voilà, ils ont été arrêtés. Du moins, Hassan Diamous fut arrêté et finalement tué. Hier, vous en avez parlé, mais oui. pas dans les détails. Il y avait eu la guerre de Hajar Marfahin, enfin le combat de Hajar Marfahin. Je crois que ça a commencé le 12 avril 1989. Hajar Marfahin, c'est un point stratégique. Donc les rebelles se sont réfugiés là-bas. Et l'armée a accumulé autour de la montagne un arsenal impressionnant. Enfin, les gens disent 1000 voitures, etc., mais c'est beaucoup de militaires. Et l'attaque a eu lieu le 12. Et ils ont mis en débandade les combattants de Hassan Diamous et Idriss Déby. C'était vraiment la défaite la plus meurtrière. Donc c'était vraiment la débandade. Hassan Diamous était blessé. Donc il ne pouvait pas bouger. Son garde-corps l'avait attrapé, il était assis à côté. Quand les militaires étaient venus, le garde-corps ne voulait pas relâcher, donc on lui a donné une balle dans la tête. Et ils ont pris Hassan Diamous et un enfant qui était blessé et qui avait les intestins dehors. Donc ils ont pris les deux, mais comme ils ont vu que celui qui avait les intestins dehors, c'était gênant, donc ils l'ont exterminé et ils l'ont jeté. Donc ils sont partis avec Hassan Diamous. Ça, c'est ce que les gens qui ont participé au combat, son propre frère, son petit frère a même été au combat, donc il avait participé au combat. Il est actuellement à N'Djamena, il avait lui-même participé au combat. Donc c'est ce qu'on a raconté pendant le combat. Maintenant, quand on l'a ramené, il serait amené d'abord à l'hôpital d'Abéché. D'après ce qu'on m'a dit, il perdait beaucoup de sang et on avait demandé à ce qu'on l'évacue à N'Djamena. Quand on l'a évacué à N'Djamena, ils n'ont pas amené directement à la présidence. On m'a dit qu'ils ont amené à l'hôpital de français, c'est-à-dire au camp militaire français. C'est après ça, c'est en ce moment que Hassan Adam Bakit Hagar, qui est le conseiller du président de la République, a pu s'introduire pour voir si effectivement Hassan Diamous était arrêté. Et il avait vu de ses yeux, il a dit que Hassan Diamous était arrêté. Il n'a pas dit, parce que nous, il ne peut pas nous dire, parce que c'était des antagonistes, il ne peut pas. Il a dit à son cousin, Mohamed Abdelkarim Hagar. Et Mohamed Abdelkarim Hagar, c'est un médecin qui est mon voisin, qui est à peu près 20 mètres de moi. Et c'est lui qui m'avait dit, que Hassan Diamous était blessé et arrêté. Actuellement, il est au camp de Français. Bon, le reste, c'est des gens qui rapportent qu'ils ont dit qu'ils ont amené à la présidence après. Et que le président lui-même l'aurait interrogé et qu'il serait mort de ces tortures. Ça, c'est les rumeurs. Maintenant, on nous a montré sa photo. La commission d'enquête nous a montré sa photo. Il a été tué, il était nu avec un pantalon
Et on nous a demandé si on reconnaissait sa photo, parce qu'ils ont trouvé la photo dans le document de la DDS. Et donc, on était sûr qu'il était tué. Mais comment il a été tué, ça, je ne sais pas. Et il était couché dans quel bureau? Dans un bureau de la DDS? Le bureau, on ne voyait pas dans la photo le bureau. Mais la photo, on l'a trouvée à la DDS, je crois. C'est la commission d'enquête qui avait trouvé. Et c'est le président même qui m'a montré, il est venu à domicile me montrer la photo pour me demander si je reconnaissais mon beau-frère. Donc il était couché à l'hôpital en train d'être soigné. Subitement, vous le voyez couché dans un bureau, nu, torse nu et tué. Ça veut dire qu'il a été déplacé. Je précise que le lieu, on ne peut pas reconnaître sur la photo. C'était une photo qu'on avait prise parce qu'il était étalé. Par terre ou sur Par terre, un par lit? terre. Non, il était étalé par terre. Très bien. Et il n'avait pas de chemise, il avait seulement un pantalon. Mais le lieu exactement, on ne peut pas dire sur la photo. Mais je voulais vous faire remarquer que dans un hôpital, une personne ne décède pas comme ça. Non, c'est exclu qu'il Très bien. ait donc été décédé dans l'hôpital, c'est pas vrai. Finalement, Hassan Diamous, celui dont on a donné le nom à l'aéroport international de N'Djamena. Maintenant, parlons un peu de votre livre. À la page 29, vous écrivez que beaucoup d'arrestations ont lieu dans les villes et cela continue. Dans bien des cas, on pille les maisons des incarcérés. C'est une règle qui passe malheureusement inaperçue tant elle est devenue habituelle. Les femmes et les enfants des détenus sont chassés de leurs maisons, tous leurs biens sont confisqués, ces arrestations se multiplient et s'opèrent sans aucune justification logique, au point qu'elles présentent maintenant le caractère d'une prédilection. Vous confirmez ici que même avant votre arrestation, les arrestations pillages étaient tellement massives que vous en étiez informé? Mais ce n'est pas chose inconnue, c'est chose connue de tout le monde. Hein. C'était vraiment la chasse à l'homme. Et quand vous êtes arrêté, c'est fini, vos biens partent. Si vous avez une maison, on occupe la maison, on vous chasse. Par exemple, je prends seulement le cas de ma famille, je ne parle pas ailleurs, je prends le cas de ma famille. Moi, je n'ai pas de maison, donc je ne peux pas dire qu'on a occupé ma maison. Mais tous mes frères, donc la maison de Hassan Fadoul qui n'était pas là, lui, il était en rébellion avec les Idriss Déby. Donc on a chassé, c'était une villa, à l'époque c'était la meilleure des villas d'ailleurs, à part les villas de l'État. On avait chassé ses enfants, sa femme, et on avait occupé cette maison, la maison de Yacoub Bafado. On avait occupé cette maison. C'est bon, pour les pillages, on y reviendra. Je voudrais que vous parliez un peu de cette vague d'arrestation de Zagawa. C'est-à-dire que tous les gens, je crois qu'en dehors de la famille Hagar, personne ne se sentait en sécurité, à proprement dit. Personne, à part cette famille, ne se sentait en sécurité. Qui était la famille Hagar? Précisez. Mais la famille Hagar, c'est la famille donc, du sultan des Zagawa. Hagar, c'est le sultan que la colonisation française a mis en place en 1912, lorsqu'on avait tué l'ex-sultan de Zagawa qui s'appelait Abderrahmane Hirti, à Tiné, précisément en 1912. Donc en août 1912, on avait fait la partition du sultanat de Zagawa. On avait mis un sultan du côté anglais, par les Anglais, le sultan des Zagawa au Soudan, et on avait mis un autre sultan en face, du côté français, à Iriba, et c'était le sultan Abderrahmane Hagar. Donc c'est sa descendance qu'on appelait les Hagar. Donc les Hagar sont les plus nombreux, je crois, que des familles du Tchad. Ça constitue pratiquement un clan maintenant, et ils sont très craints. Donc tous les gouvernements qui viennent pactisent avec cette famille pour vraiment une certaine stabilité. Donc chaque fois, Tambalbaye c'était la même chose, Maloum c'était la même chose. Je crois que c'est la seule personne qui n'avait pas pactisé avec la famille Hagar, c'est Goukouni. Et mon père, qui était le Magdoum, c'est un titre qui vient tout juste après le sultan, était destitué en 1958. Et vous savez que dans la famille, dans la communauté Zagawa, le titre de sultan et le titre de Magdoum étaient l'apanage d'un seul clan. Mais à l'intérieur de ce clan, vous ne pouvez pas cumuler les deux titres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sultan
c'est-à-dire une seule famille, parce qu'il y a 8 clans, 8 sous-clans dans le même clan royal, 8 sous-clans. Si un sous-clan occupait le titre de sultan, il ne peut pas encore cumuler avec le titre de Mogdou, et vice-versa. Mais en 1958, comme l'administration coloniale devrait se retirer en 1960, avait demandé au sultan de désigner des gens parce qu'on voulait introduire une notion qu'on appelle la notion de canton. Parce que chez nous, il n'y avait pas le canton. Et qu'elle pourrait nommer, l'administration coloniale voudrait nommer des cantons avant de partir. Le sultan avait appelé mon père, il y avait 2 Mogdoum à l'époque, mon père et le Mogdoum Mohamed, avec les chefs du Nord. Il y avait aussi 2 chefs du Nord. Il les avait tous appelés, il avait dit que l'administration coloniale voudrait introduire ce qu'on appelle le canton chez nous. Je ne sais pas très bien ce que ça représente, mais je vous en parlerai en temps opportun. Ça, c'est ce qu'il lui avait dit, ce qu'il avait dit à ces gens. Donc les chefs étaient informés, mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais en fin de compte, quand ils avaient appris, il avait destitué tous les 4 et il avait mis ses frères, ses demi-frères à leur place. Adam Bakhit, donc Hagar à la place de mon père, Abou Salem à la place de Mamad, etc. Donc il avait remplacé tout le monde. Donc la chefferie était confisquée par la seule famille de Hagar. Tout le monde avait soit accepté, soit dissuadé. Mais mon père avait refusé d'accepter ça. Je vous ai dit hier que nous traînions un problème de chefferie depuis 1958. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc mon père a refusé d'accepter qu'on confisque son titre. Et ça nous a valu tout un tas de problèmes. Pendant la colonisation donc, de 1958 à 1960 et après jusqu'au moment du Gunt. Et le Gunt avait remis mon père à sa place. Il lui avait donné une milice, des fusils, et quand Hissène était venu, Hissène avait dit que non, lui, il s'en tient à ce qui existait. Comme il ne s'entendait pas avec Goukouni, c'est tout à fait naturel, normal, qu'il refuse les gens qui étaient donc des amis de Goukouni. Donc il avait dit qu'il ne reconnaît pas ce que Goukouni a fait. Donc mon père a été redestitué. Donc c'était cette histoire avec la famille Hagar, quand j'évoque la famille Hagar. Tout à fait. Et il s'agit de cette histoire. C'est ce qui explique les relations heurtées que vous avez avec cette famille. C'est ça. Voilà, parlez-nous de la vague d'arrestation des Agawa. Vous voulez expliquer dans votre livre qu'au Tchad, c'était acquis que des civils pouvaient simplement disparaître du jour au lendemain. Oui. Expliquez-nous un peu cette vague d'arrestation. Parlez-en un peu. Les arrestations ne se faisaient pas de façon réglementaire. Vous sortez, on vous arrête dans la rue, c'est des gens en civil, vous ne savez même pas s'ils relevaient de la police. On vous arrête, on vous amène, si quelqu'un vous voit, c'est bien, on dit que mais je l'ai vu, il était arrêté. Sinon, vous disparaissez comme ça. On vous arrête dans votre bureau, au lieu de travail. C'était pour l'ingénieur Arim, c'était mon cas, c'était les intellectuels qu'on arrêtait dans leur bureau. Comment reconnaissaient-ils les Agawa? Y avait-il des signes particuliers? Non, c'était un travail méthodique. Très bien, parlez-nous de ce travail méthodique. Comme je vous ai dit hier... Vous voulez dire que ça obéit à un plan prédéfini. C'est pourquoi je vous demande d'insister là-dessus. Voilà, le conflit a commencé bien avant même le retrait de Hassan Diamos et Idriss Déby de la ville de N'Djamena. Donc le conflit était évident. Je peux même dire que le Idriss Déby, le Hassan Diamos, étaient même une sorte de commission à l'époque, avant même de leur retrait. Donc ils se réunissaient et Hissène Habré était au courant. Donc vous savez que les éléments d'information, les indicateurs, les éléments de la DDS, l'UNIR, tout le monde devait normalement contribuer à informer l'autorité concernée. Donc les gens ont préparé, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une confrontation même à N'Djamena.
ce qui n'a pas eu, heureusement. Et comme les gens étaient partis, donc ils avaient déjà des listes, je suppose, parce qu'ils connaissaient, d'abord les Goran et les Agawa se connaissent, hein. C'est des gens, c'est presque la même communauté. Il y avait des mariages, il y avait des parentés, il y a tout. Donc les gens se connaissent entre Zagawa et Goran jusqu'à maintenant, ils se connaissent très bien. D'abord, on a commencé par les commerçants, les grands commerçants, par les fonctionnaires, et ensuite c'est tout le monde qui était pris, même en brousse quand l'armée était allée dans les provinces. Mais en brousse, de passage comme ça, on trouve quelqu'un, on l'arrête. On l'arrête, on l'amène ou on l'exécute. C'est au bon vouloir des militaires, au bon vouloir des éléments de la DDS. C'était vraiment, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, je vous protège. C'est comme ça que c'est allé. Et chacun faisait à sa tête. Donc vous confirmez ici qu'il y avait une sorte de toile d'araignée. Je le confirme. Constituée de la sécurité présidentielle, DDS local, Bézir, UNIR, vous confirmez? Tout. Même les simples fonctionnaires qui n'étaient ni DDS ni UNIR participaient à dénoncer les gens. Il suffit que vous ne vous entendiez pas avec quelqu'un et il va à la DDS dire que ce monsieur-là, il est en train de préparer quelque chose et on viendra vous chercher. Maintenant, parlez-nous de votre arrestation. Vous étiez tranquillement dans votre bureau, en train de faire votre travail de professeur, oui. C'est-à-dire en train d'encadrer un étudiant qui vous avait amené. Qu'est-ce qu'il était venu faire dans votre bureau, vous dites? Bon, à l'époque, je n'ai pas eu de soupçons, mais après, j'ai eu des soupçons qui seraient un indicateur. Il s'appelle Hassan Suleiman Hagar, c'est-à-dire il est de la famille Hagar. Je donnais des cours à l'ENAM, École nationale d'administration, des cours de technique d'expression. Et à ce titre, on m'a confié des étudiants, quelques étudiants, pour superviser leur mémoire. Et parmi ces étudiants, il y avait Hassan, Suleiman Hagar. Et d'habitude, nous les enseignants, quand nous voulons corriger le mémoire d'un étudiant, on lui donne un rendez-vous. Ou s'il veut venir nous voir, il nous demande un rendez-vous. Mais ce matin, il était venu, il m'a demandé tout simplement parce qu'il est de la communauté, donc il me connaît d'habitude, il est venu me demander de lui corriger son mémoire. À quelle heure précisément? C'était je crois, vers midi. Et vous arrêtiez de donner des rendez-vous à quelle heure? Je n'ai pas donné de rendez-vous. Il était venu à l'improviste. En fait, vous quittiez votre bureau à quelle heure? Le matin, lorsque vous partez au travail? À 7 heures. Je vais au travail à 7 heures. Et vous quittez à quelle heure? Bon, comme je suis le chef de département, je quitte aux heures réglementaires. Sinon, dès qu'on finit son cours, on peut partir. Donc il est venu vers midi? Voilà. Il était venu vers midi et il m'avait dit qu'il a besoin que je lui corrige son mémoire. C'est bon, c'est bon, on connaît les détails. Hier, vous avez été très clair. Dites-nous, lors de votre arrestation, vous a-t-on pris des effets personnels? Parce que vous écrivez à la page 61 de votre livre que les agents vous ont même pris vos chaussures et chaussettes. Vous confirmez? Non, c'était des choses que j'avais sur moi. Hein. Ce n'était pas des effets de la maison. Je n'avais pratiquement pas grand-chose à l'époque. Oui. J'étais le plus démuni de la famille d'ailleurs. Je n'avais pas grand-chose, je n'avais pas de maison, je n'avais pas grand-chose. Donc j'étais habillé, comme je vous ai dit, j'avais des cartes de visite, des cartes de professeurs allemands, des cartes des membres de la SIL, c'est-à-dire Société internationale de linguistique, j'avais des cartes d'autorité de personnalité française, j'avais beaucoup de cartes de visite dans la poche. Et j'avais une pièce de 100 francs. J'avais aussi la clé de mon bureau, c'est tout ce que j'avais, je crois, avec moi. Et c'est ça qu'on avait pris, on avait mis dans une enveloppe, et on m'avait demandé aussi de me déchausser et d'enlever aussi mes chaussettes. C'est tout ce qu'on m'avait pris. On vous les a rendus lors de votre libération? Oui, on me l'a. Tout. Bon, voilà. Il y a un agent qui voulait prendre les chaussures, mais on lui a refusé. On lui a dit qu'il faut lui remettre. D'accord. Et vous avez été conduit au siège de la DDS? De mon bureau, directement au siège de la DDS, oui. Expliquez-nous, le siège de la DDS et la présidence, expliquez-nous la distance qui se trouve entre la présidence et le siège de la DDS. Bon, vous avez probablement vu la présidence, la résidence du président actuel. On l'a vu, mais il y a des gens... La DDS est tout juste à l'est, contiguë à la présidence. Il y a la rue goudronnée qui passe devant la présidence et en face, vous avez l'USAID.
Donc en face de l'USAID et contigu à la présidence, c'est la DDS. Donc on m'avait pris de... Vous avez sans doute... bon, si vous ne connaissez pas les autres... C'est bon. C'est-à-dire, je voulais que les gens qui ne sont jamais allés au Tchad, et ceux à qui on a déconseillé d'y aller, je voulais qu'ils sachent que la DDS, le siège de la DDS, c'est comme qui dirait ici à Dakar, le siège de la SGBS Roum et l'actuelle présidence de la République. À partir de là-bas, à partir des fenêtres, des colistras, on peut même voir le bâtiment de la présidence. Très bien. Et vous avez été conduit là-bas? J'étais conduit là-bas, oui. Voilà. Et vous avez subi de durs moments dont vous avez parlé dans votre livre. Oui. Voilà. Parlez-nous un peu des conditions de votre détention. Y avait-il beaucoup de prisonniers là-bas à la DDS? Les autres prisonniers, je n'ai aucune idée. Y avait-il beaucoup de monde à la DDS? Quand je suis arrivé... Dans les cellules, oui. Bon, lorsque j'étais arrivé, disons qu'il y avait seulement des éléments de la DDS dans la cour. Quand on m'a amené, et Abbas Abgren, comme est un chef, c'est lui qui était venu me chercher de mon bureau. On l'a salué. Et j'ai su que celui qui me conduisait à la DDS doit être un officier. Je ne savais pas que la DDS même, je l'ai connue quand j'étais arrêté, tout simplement. Je ne savais même pas l'existence de la DDS. Et j'ai su que ça doit être un officier de la sécurité, parce qu'il m'avait dit lui-même, je suis de la sécurité. Et il était très, très poli avec moi. Il m'appelait monsieur le professeur, suivez-moi s'il vous plaît, etc., etc. C'est bon, c'est bon. Hier, vous avez donné beaucoup de détails. Je voudrais que vous nous parliez un peu de votre séjour à la DDS. Vous avez dit dans votre livre que vous n'avez jamais été traduit devant un tribunal. C'est la DDS qui faisait tout. Confirmez-vous cela? Bien, mais le tribunal, on n'avait même pas l'idée d'être devant le tribunal. On voulait être libre seulement. Bon, quand on m'avait amené, on m'a dit que le commissaire a besoin de moi pour une trentaine de minutes pour me poser des questions sur ce qui se passe en ville. On ne vous a jamais traduit devant le procureur de la République? Jamais du tout. On m'avait mis dans le sous-sol. Vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer un avocat? Non, mais ça, c'est des choses que vous dites au Sénégal ici. C'est-à-dire que c'est impensable à l'époque. Au Tchad, ça n'existait pas? Actuellement, ça existe, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, les agents de la DDS vous arrêtez, vous amenez en détention, vous torturez, et vous n'aviez pas la possibilité de rencontrer un avocat ni un juge? Non, pas du tout. Ils disposaient de vous comme ils voulaient. C'était des demi-dieux en quelque sorte, comme l'a dit un témoin. C'était tout. C'est-à-dire qu'ils n'avaient de compte à rendre à personne. Ils ne rendaient compte à personne. Ils sont immunisés, donc protégés. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est fini. Celui qui n'a pas une bonne conscience, il peut faire ce qu'il veut. Combien de jours vous avez passé au total là-bas? 15 jours. 15 jours. Et durant ces 15 jours, vous confirmez que vous n'avez jamais été torturé, du moins physiquement? Physiquement, je n'étais pas torturé. Je vous ai parlé de la nourriture, je vous ai parlé de la chaleur, je vous ai parlé des conditions d'hygiène, et je vous ai parlé de la nourriture. C'était une forme pratiquement de torture. Vous avez mesuré vous-même les cellules. La cellule 4, vous avez sans doute les dimensions avec vous. Tout à fait. Voilà, la chaleur était insupportable. C'était surtout la chaleur. On disait même qu'on nous envoyait la chaleur par l'ampoule, parce que l'ampoule, il n'y avait pas de contact à l'intérieur. Ça s'allumait de temps en temps, ça s'éteignait. Et on nous disait, est-ce que cette chaleur-là, on ne l'envoyait pas de l'extérieur? On disait ça entre nous. On dit que cette ampoule-là, ce n'est pas pour s'allumer. Ce n'est pas pour donner de la lumière, c'est pour donner de la chaleur. C'est ce qu'on se disait. Et vous avez parlé de la réputation de cette cellule numéro 4, oui. De la piscine. Oui. Sa réputation de faire disparaître les gens, vous le dites dans votre livre. Vous le confirmez ici? Je dis que celui qu'on envoie dans le sous-sol, c'est celui qu'on veut faire disparaître. Parce que je disais que si on me laissait encore une dizaine de jours dans ce lieu, je ne sortirais pas. Tout à fait. Vous avez vu là-bas des gens torturés. Vous avez parlé de Soudanais torturés.
Je n'ai pas vu, c'est-à-dire que les Soudanais étaient avec nous dans la chambre. Le 5e jour, tout le monde était amené à l'interrogatoire. Eux, ils étaient amenés en dehors du bâtiment, c'est-à-dire dans d'autres commissariats. On nous a séparés. Et moi, j'étais retenu dans le bâtiment même de la DDS. On m'a amené devant Djibril El Dionto. Les autres ont été amenés ailleurs. C'est quand on les a ramenés que j'ai vu qu'il était atrocement torturé. Il avait du sang, il avait le corps, il râlait, c'est-à-dire il était pratiquement meurtri. Vous avez parlé de matraque métallique. Voilà. Pourquoi? Mais c'était l'une des méthodes de service aussi. C'est comme le piment, c'est-à-dire la fumigation. Au piment, c'est comme les arbatachas, c'est comme les baguettes. C'est une forme de torture. Pourquoi? Parce que le fil, quand on vous donne un coup avec la matraque métallique, le bout entre comme un couteau. C'est-à-dire c'est comme si on vous poignardait. Ça laisse des blessures profondes. Ça laisse des blessures profondes. C'est ce que vous aviez remarqué. Oui. Vous avez dit que vous étiez obligé de vous mettre à plat ventre devant la porte pour pouvoir respirer. Pas à plat ventre, de côté. De côté. De côté, on mettait le nez sur le bord là où la porte rencontrait le sol. Il y avait un petit filet comme ça qui entrait, un filet d'air. Et donc, à tour de rôle, on se couchait et on mettait le nez. À tour de rôle. À tour de rôle. Très bien. Et le marabout dont vous avez parlé, Feki Ali Tidjani, oui. à quoi était due son arrestation? Au fait qu'il avait des relations avec votre famille ou bien on l'avait arrêté parce qu'il était Zagawa? Ce qu'il m'avait dit, on l'avait arrêté parce qu'il était le Faki, le marabout de Hassan. C'est ce qu'il m'avait dit lui-même. Il m'avait dit qu'on avait ramassé tous ces livres religieux. On a amené des marabouts pour lire, pour savoir s'il n'y a pas de versets maléfiques, et qu'il n'avait rien trouvé. Mais malgré ça, on l'avait amené dans un commissariat, ce qu'il m'avait dit. Au moins, dans ce commissariat, il était à l'air libre, il pouvait manger, il pouvait prier, etc. Et on l'avait finalement conduit dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Avez-vous remarqué d'autres détenus décédés en prison? Non, dans notre cellule, c'était le seul décédé. C'était le seul décédé. Ouais. Mais les autres n'étaient pas sortis. Hein. Moi, je les ai laissés dans le... Celui qui était... C'était donc Sharfadine Adaï, qui était sorti, mais qui était mort après quelques temps. Bon, Omar Goudia, il était... Le seul vivant, c'est Omar Goudia et moi-même qui vous parle maintenant. Tous les 9 qui étions dans la même cellule au dernier moment, nous sommes les 2 survivants. Et votre co-détenu, excusez-moi, Faki Tidjani est mort lorsqu'il a été ramené en cellule? Voilà, ce qui nous faisait dire qu'il était empoisonné. Empoisonné. Avait-il été torturé? Non, portait-il des blessures sur son corps? Non, rien du tout. Il était anormal. Il riait même. Il disait que vraiment, cette fois-ci, il était en un lieu propre. Il avait fait ses ablutions, qu'il avait pris du thé avec des grands marabouts, qu'on lui a fait manger du riz, et il se mettait à rire anormalement, parce que ce n'était pas son habitude. Il délirait. Oui. Et finalement, donc, il était pris par une fièvre brusque. Il commençait à trembler. Et il disait de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et le peu d'eau qu'on lui donnait, finalement, il ne pouvait plus avaler. Et il ne pouvait plus parler non plus. Les autres membres de votre famille, de la famille Fadoul, arrêtés, ils étaient au nombre de combien? Nous étions 9 arrêtés avec ma petite sœur, qui va déposer d'ailleurs ici. Elle est programmée, Madina Fadoul Kitir. Nous étions 9. Les garçons étaient arrêtés avant. Et la fille était arrêtée lorsque son mari s'est évadé de prison. Donc nous sommes les 2 survivants. Maintenant, parlez-nous de votre libération. Vous dites qu'elle est intervenue le 10 mai 1989. Oui. Et qu'auparavant, votre femme était obligée d'aller voir M. Agar. Bichara Idriss Agar. Agar, qui était directeur de l'ENAM. Directeur de l'ENAM et directeur de cabinet de Hissène Habré. Directeur de campagne. Directeur de campagne de M. Hissène Habré. Oui, lors de son élection. Et il était allé le voir pour négocier votre libération. Ça, c'est lui qui avait dit à ma femme. Il avait dit qu'il était allé voir le président. Le président avait pris son téléphone. Il avait parlé en Coran. Lui, il ne comprend pas le Coran.
Lui, il est vivant, il est un réfugié, mais il est toujours vivant. Donc, il avait parlé en Goran et il ne sait pas à qui il avait parlé. Et il lui avait dit que votre frère sera libéré, rentrez à la maison. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, il a rencontré 3 fois. Il avait dit qu'il avait rencontré 3 fois le président. La première fois, il avait dit qu'il sera libéré. Il a parlé en Goran. La deuxième fois, il lui a dit la même chose. Mais la troisième fois, il avait dit qu'il avait parlé en français et il s'est adressé directement à Guinée-Corée. Il lui avait dit que mais va toi-même dans le sous-sol, enfin pas dans la sous-sol, à la DDS. Si ce monsieur Zakaria Fodol est dans la masse, tu l'enlèves toi-même, tu le libères. Ça, il a dit qu'il avait dit ça devant lui. Maintenant, revenons en arrière. À la suite de la rébellion du 1er avril 1989, est-ce que le président Habré est sorti pour faire une déclaration publique contre les rebelles ou les Agawa? Il a fait plusieurs, je ne sais pas, plusieurs déclarations, mais je ne me rappelle pas de ces déclarations. Je sais que c'est à Iriba que des choses atroces ont eu lieu. Et il était lui-même à Iriba. Il avait installé son cas dans le Wadi, à près de 2-3 kilomètres, dans le jardin du sultan, ça je le sais. Mais il faisait beaucoup de... il y avait beaucoup de discours, je ne me rappelle pas de ces discours. Pensez-vous que ce sont ces déclarations qui ont permis aux agents de la DDS de l'unir, de procéder impunément à des arrestations massives? Mais ça, c'est une procédure de l'époque, hein, qu'il ait fait des discours ou pas des discours, mais les arrestations sont quotidiennes et systématiques. En 2008, code D1 à D27, vous avez fait état de villages et localités de l'Est dévastés. Oui. Expliquez-nous un peu. Alors là, je ne peux pas vous expliquer, c'est-à-dire qu'ici, dans la mesure où c'est au moment où nous faisions des fiches. Je vous ai dit hier que je suis parmi les fondateurs de l'association. Avec le Suleiman Gengen, le Sabadé, etc. Nous avons créé donc, notre association. Et j'étais chargé, donc j'étais le secrétaire général à l'époque, et je faisais des fiches. Donc j'interrogeais les membres, les gens qui venaient adhérer à l'association, à qui on délivrait des cartes. Et ce sont ces gens-là qui m'ont cité tous les villages qui ont été brûlés, qui ont été dévastés, etc. etc. Donc je ne peux pas vous raconter maintenant quels sont les nombres de villages. Je crois que j'avais consigné dans un document que j'avais remis au juge à l'époque, mais ça fait du temps que je n'avais plus ce document avec moi. Et vous avez parlé de liste de votre famille qui était ciblée. Oui. Pensez-vous que les agents de la DDS avaient recensé votre famille, les membres de votre famille? Ça, j'en suis sûr, parce que quelqu'un leur avait dicté les noms, les lieux, les caractères. Donc, c'était systématique. Ils ne pouvaient pas mettre la main et sur les enfants de Fadoul, sur ses beaux-fils, sur ses neveux, sur ses cousins, c'est-à-dire la famille systématique, je vous dis. Donc, la famille était décimée. Tout ce qui était à l'intérieur du pays était pris et c'est fini, ils sont partis. Les gens qui étaient à l'étranger, mes 2 frères qui étaient à l'étranger, c'était Hassan Fadoul et le petit Zakaria Fadoul senior et junior. Donc les 2 ont échappé parce que eux, l'un était en études en Russie, Zakaria Fadoul, le petit, et Hassan Fadoul avait d'Irak, il était à ambassadeur en Irak, il avait regagné la rébellion. Donc ce sont les 2 qui avaient échappé donc, au rafle. Sinon, tous ceux qui étaient, je vous ai dit que toutes mes sœurs sont actuellement des veuves. Nos beaux-frères ont été systématiquement pris et éliminés. Donc la famille était fichée. Sinon, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire agir de façon tout à fait méthodique. Vous venez au marché, on sait exactement à quelle heure vous êtes venu au marché, on vient vous prendre. Vous êtes à votre bureau, à quelle heure vous êtes exactement là, on vient vous prendre. Vous êtes sorti de votre maison, on vous suit à tel lieu, il est là. Donc c'était quelque chose de suivi avec munitions. D'ailleurs, dans une archive de la DDS nommée Situation des détenus en 1989 dans les différents locaux de la DDS, code D2026-39, vous apparaissez sous le nom de Zakaria Fadoul Kiri, en page 3. Non, c'est le nom qui est mal écrit, tout simplement. Voilà. Mais il y est noté que vous avez été arrêté le 26 avril 1989 à Niamana et plusieurs de vos frères apparaissent également dans cette liste. Donc c'est moi. Yacoub Fadoul, qui tire.
Yacoub Fadoul Kitir, Oui, Ali Fadoul Kitir, oui, le priant Amtiman. Mahamad Fadoul Kitir, Oui, Saleh Fadoul Kitir, oui, Mahamaden Fadoul Kitir. oui. Vous confirmez qu'ils ont tous été détenus? Siddiq aussi, Siddiq Fadoul Kitir aussi. Donc, ils étaient tous pris par la DDS et arrêtés, c'est sûr. Comment ils étaient éliminés, ça, on n'en sait pas. Avez-vous recensé le nombre de morts dans votre famille? Nous avions beaucoup. Hein. Bon, c'est-à-dire que la Vous nous famille, en donnez une idée comme ça, le nombre? à l'époque, c'était à peu près 46. 46. 46 membres, c'est-à-dire que les 46, c'est les membres proches, donc les enfants, la famille nucléaire, les enfants de Fadoul, et les alliés, c'est-à-dire que ses beaux-fils, ses beaux-parents et les beaux-parents à ses enfants. Donc, dans votre plainte adressée au doyen des juges d'instruction de l'époque du Sénégal, doyen des juges de Dakar, du moins, Oui, vous listez le nombre de personnes arrêtées. Beaucoup à l'époque, hein, j'avais recensé beaucoup. Et les biens immobiliers, vous dites que leurs biens immobiliers, c'est-à-dire leurs maisons, Oui, les biens ayant une certaine valeur, avaient été pillés oui, à l'époque. oui. Et maintenant, je voudrais que vous insistiez sur une chose, parce que je vois que vous donnez à la fin de au bas de chaque page, Oui, chaque cas, oui. voilà le numéro de compte de la personne arrêtée Oui. et qui se retrouve vidé du jour au lendemain. Vous savez pourquoi je vous demande d'insister là-dessus? Bien. Donc, on a eu un témoin oui, qui a dit que lorsqu'il est sorti des prisons de la DDS, il est allé au niveau de sa banque et il n'a plus revu les 600 000 francs qui se trouvaient dans son compte. Pouvez-vous expliquer un peu comment les gens de la DDS, comment les gens du pouvoir arrivaient à vider les comptes des personnes arrêtées? il y a deux façons de faire. D'abord, comme le commerçant Cordé qui était en prison, on nous a dit qu'on lui faisait signer ses chèques à l'intérieur même de la prison. Les agents venaient avec le chéquier, ils signaient le chèque, ils allaient retirer l'argent. C'était comme ça qu'on avait vidé, je crois que son petit frère est là, donc Adam Cordé est là. C'était comme ça qu'on avait vidé son compte. Mais les agents de la DDS avaient aussi la possibilité d'accéder au compte. Mais c'était des tout-puissants. Vous ne pouvez pas venir, un agent de la DDS ne peut pas venir, surtout s'il est irresponsable, à une banque et que la banque lui refuse l'accès au compte, c'est impossible. Donc, ils avaient la possibilité d'accéder au compte de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de pratiquement faisable à l'époque. Et à cette même personne, on a reproché le fait de vouloir se prévaloir de sa propre turpitude. Parce qu'on voilà, on lui a reproché de n'être pas allé faire des recherches pour savoir qui avait pillé son compte et porter plainte contre cette personne. Maintenant, vous qui habitiez N'Djamena à cette époque-là, oui. Je vous pose une question. Était-il possible pour une personne qui sort par miracle des geôles de la DDS, était-il possible pour cette personne de se lever et d'aller allègrement devant ces mêmes tortionnaires, porter plainte contre des gens du système qui ont pillé son compte? Avant la chute du régime? Oui. Ah non, ça c'est pas possible. C'était non, comme se suicider. C'est pas possible. Pourquoi? Expliquez-moi. On va le prendre et puis on va le faire disparaître, Très tout bien. bonnement. Très bien. Donc, maintenant, je vous pose une autre question. Voilà un accusé qui est muré dans le silence, que l'on présente comme quelqu'un qui n'a rien su, qui n'a rien entendu. Vous venez d'expliquer tout à l'heure que le siège de la DDS était distant de la présidence de quelques mètres. Oui. Voilà un accusé qui ne parlera jamais devant cette chambre. Non, j'amène un correctif. C'est-à-dire que la DDS de l'époque n'était pas contiguë
à la présidence. C'est maintenant que la DDS se trouve contiguë, Voilà. c'est-à-dire les locaux de la DDS, les anciennes DDS sont contigus à la nouvelle présidence, à la résidence maintenant du président. Alors, Ce n'est plus la DDS maintenant, c'est des locaux très bien. qui sont affectés à la présidence. Ça devait être le musée donc de l'association. On nous avait même remis les clés, mais après ça, on avait donc annexé la présidence. Très bien. Toujours est-il que c'est cette même personne qui a signé le fameux décret présidentiel créant la DDS et l'affiliant à la présidence. Alors, dites-nous, en tant que professeur, c'est une question personnelle, hein? Oui. Parce que au parquet, il reviendra la charge de démontrer que cette personne est bien responsable de tout ce qui s'est passé au Tchad dans ce moment-là. Ses défenseurs feront leur travail, les parties civiles aussi feront leur travail. Oui. Mais dites-nous personnellement, pensez-vous que l'accusé qui est assis là devant vous n'était pas au courant de tout ce qui se passait au Tchad, alors qu'on sait qu'il dirigeait ce même Tchad d'une main de maître, au point de ne négliger aucun détail? Personnellement, pensez-vous qu'il ne soit au courant de rien, de toutes ces exactions? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je ne sais pas si ma réponse serait valable parce que j'avais un penchant envers Hissène Habré, c'est-à-dire c'était vraiment mon idéal à l'époque. Je l'admirais tellement. D'abord, je n'étais opposé à aucun régime sauf celui de Tambalbaye. Tambalbaye, je le voulais à mort. Mais je n'étais opposé, avant 1990, je n'étais pas politicien, je ne m'occupais pas de politique. Hissène, c'était quelqu'un qui était le combattant pour la justice, pour la liberté. Pour nous, c'était l'idéal, c'était le symbole même de l'homme libérateur. Bien, maintenant, quand il était assis dans son trône de président, ce qu'il faisait, c'est peut-être devenu autre chose que ce qu'il était. C'est pourquoi j'ai peut-être une idée autre que celle des autres. Je peux dire qu'il pourrait être informé, c'est mon cas, il m'a libéré. Il se peut aussi qu'il ne soit pas informé. Parce que je vous ai dit que son erreur monumentale, c'était de couvrir systématiquement la DDS, d'immuniser la DDS. Dire, allez-y, faites ce que vous voulez, je vous protège. Je crois que l'erreur monumentale de Hissène Habré, c'était ça. Mais être informé quotidiennement des détails, je n'en sais pas. Et quel est votre dernier mot? Mais, Depuis 1900, vous avez créé votre association en quelle date? 1991. 1991. Combien de membres compte-t-elle présentement? L'association AVCRH. Oui. Combien de membres elle compte? Actuellement? Oui. Parce que nous, c'est-à-dire que tous les 2 ans, 3 ans, on renouvelle la carte. Celui qui ne vient pas renouveler sa carte, on considère qu'il avait accédé à une autre association ou bien qu'il est mort. Donc on ne reprend plus son nom sur notre liste. Ce que nous avons actuellement, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est 781 inscrits donc, depuis une année chez nous pour avoir la nouvelle carte. Et vous êtes la voix de ces 781 personnes. Oui. Maintenant, vous avez l'occasion de parler devant la cour qui jugera l'accusé, que vous avez à côté de vous. D'ailleurs, ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas revu? Je ne l'avais pas revu depuis qu'il avait quitté. Bon, je le voyais de loin, dans ce discours, à la télé, etc. De près? Mais de près, je crois que ça fait plusieurs années, je ne me rappelle plus. Ça fait, parce qu'au Tchad, je n'avais pas l'occasion de m'approcher du président. C'était en quelle année? Au Tchad, je ne me suis approché de lui que quand il partait pour la première fois en études et ensuite à Bruxelles, quand il cherchait des adhérents à la rébellion. Et après ça, je le voyais de loin. Donc maintenant, c'est, je crois que la 3e fois que je le vois de si près. Voilà. Et même maintenant, est-ce que je l'ai vu parce qu'il avait des lunettes noires, il est masqué dans un turban, il ne parle pas, est-ce que je l'ai vu? Je ne l'ai pas vu maintenant. Il ne parle pas, mais il entend. Quel est votre dernier mot? C'est l'occasion ou jamais de... Parce que l'identité d'une personne, pour moi, c'est la voix, c'est le visage. Je ne vois pas les yeux, je ne vois pas le visage, je n'entends pas la parole. Est-ce que je peux dire que celui qui est à côté de moi est bien Hissène Habré?
Puisqu'il est devant les juges, je suppose tout simplement c'est bien lui. Sinon, je n'ai aucune possibilité de l'identifier. Bon, nous vous confirmons que c'est bien lui. Mais je vous crois. Hein? Votre message personnel maintenant. C'est Bien, l'occasion ou jamais. D'abord, je fais une petite remarque à mon grand frère Hissène, parce que la parole donnée, non seulement pour un président, mais pour un musulman, pour un Saharien comme lui, je suis un Saharien aussi, c'est un devoir sacré. Faillir à un devoir sacré, c'est aller tout juste à sa mort. Je crois que Hissène Habré ne devrait pas, aurait dû tenir sa parole. Bien, monsieur le procureur, je pense que c'est un interrogatoire. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut continuer les poursuivre. C'était ma dernière question. Les questions, mais demander à lui son dernier mot, ça, c'est vraiment pas une question. Son dernier mot au parquet précisément. Professeur Zakaria. Non, mais justement, c'est à vous de l'interroger. Ce n'est pas au témoin de vous donner son dernier mot. Je lui demandais simplement son impression sur la personnalité de l'accusé. Mais comme c'est vous qui dirigez les débats. Alors, je ne peux pas le juger comme un psychologue, ça c'est vrai, mais dans tout ce qu'on a dit à son sujet, je crois qu'il y a quelque chose qui tient, c'est quelqu'un qui est intransigeant envers ses ennemis. Ça, je crois que c'est un qualificatif qui lui est propre. Je crois qu'il est vraiment intolérant envers les gens qu'il croit des ennemis. Très bien. Professeur Zakaria Fadoul Kitir, le parquet vous remercie. Je vous remercie aussi. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le PG. Vous avez la parole. Bien, le parquet en a terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur général. La partie civile a la parole pour d'éventuelles questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Fadoul. En fait, le parquet a posé toutes les questions essentielles. Je crois que sa présentation était assez détaillée. Donc, j'ai quelques questions à lui poser, surtout concernant ses frères, ses deux frères qu'il a rencontrés lorsqu'il était en détention. Il a dormi avec un de ses frères en cellule. Vous avez dit que vous avez dormi avec Mahamat Fadoul. Avec Mahamat Fadoul, oui, une nuit. Et vous avez pu échanger, deux nuits. Une nuit dans la cellule 4 et une autre nuit, on nous a extrait, on nous a mis avec les militaires amenés du Salamat en face. Donc j'ai passé 2 nuits avec lui. Est-ce que vous avez pu lui parler, comment il se présentait physiquement? Bien sûr que je lui ai parlé. Je lui ai parlé, c'est lui qui m'avait dit que le jour des événements, il était en dehors de sa maison, il ne pouvait pas rentrer parce que les gens lui ont dit que si tu rentres, on va t'arrêter. Et il a cherché, il a trouvé refuge chez un marabout, c'est un fakir Mahamat, qu'on connaissait depuis des années et qui était chez nous avant. Et c'était là-bas qu'on avait découvert, la DDS avait découvert sa cachette et on avait pris avec le marabout, tous les deux. Ça, c'est lui-même qui m'avait raconté dans la cellule. Donc on avait la possibilité de se décider. Avec Ali, qu'on n'avait pas échangé. Et comment, physiquement, ils étaient? Est-ce qu'ils étaient bien portants? Est-ce qu'ils non, étaient maltraités? À l'époque, ils n'étaient pas affectés. Est-ce qu'ils étaient torturés? Il a été torturé? Non, il ne m'a pas parlé de torture. Votre famille a été décimée. Vous dites que toute votre famille, vos beaux-fils, vos frères, tout le monde a été décimé. Et si je comprends bien, c'est quand même une famille qui a soutenu le régime de Hissène Habré, qui a collaboré avec le régime de Hissène Habré. Comment vous expliquez cela? Pourquoi ça? Pourquoi toute cette haine? Ma famille n'avait pas soutenu le régime de Hissène Habré. Bon, disons que c'est Hassan Diamous qui est notre beau. C'est Hassan Diamous, il avait épousé ma sœur après. Donc, au moment du pouvoir de Hissène Habré, ce n'était pas quand il était donc, au combat. Quand il était au combat, les miens étaient avec le Gunt. Je vous ai dit que c'est cet aspect qui avait motivé la réaction peut-être de Hissène Habré. Parce que Hissène Habré et Gunt, c'était l'huile et le feu, comme vous le savez.
Donc, si vous êtes avec Hissène Habré, vous êtes l'ennemi de Goukouni. Et si vous êtes avec Goukouni, vous êtes l'ennemi de Hissène Habré. Votre frère Ali s'était exilé parce que justement c'était un membre du GUNT. Votre frère Ali qui était exilé en France, qui a fini par être... Sédek Fadoul. Sédek, oui. Sédek Fadoul, oui. Oui. C'était un membre donc, du GUNT. C'est pour cette raison qu'il s'était exilé en France. Oui, parce qu'il était dans le gouvernement du GUNT. Il était un dignitaire du GUNT, il était à N'Djamena. Et quand Hissène Habré avait pris N'Djamena, ils ont fui. Donc il avait fui avec les gens du GUNT, avec Goukouni, tout le monde a fui. Donc lui, il était réfugié. Il y en a qui étaient rentrés, mais lui, il n'était pas rentré. Et c'est pour cette raison que Hissène Habré avait voulu qu'il revienne, parce que c'est une personnalité. Et quel danger? Est-ce qu'il constitue un danger? Il a disparu lui aussi, vous ne l'avez plus jamais retrouvé. Il a été pris par la DDS, vous avez dit, et il a disparu, il n'a jamais été retrouvé. Est-ce qu'il constitue un danger pour le régime de Hissène Habré? Pourquoi il a été arrêté? Pourquoi il a disparu? Bien, s'il y avait... disons qu'on le voyait comme un danger dans la mesure où il était un responsable du GUNT, qu'on pensait que le GUNT était en exil, qu'il voulait encore reconquérir le pouvoir, et comme il était très proche de Goukouni, politiquement je veux dire, très proche de Goukouni, on le pensait toujours dangereux. Bandim Banjoum a dit ici, en fait, et d'autres aussi témoins de contexte, qu'une fois fiché, il n'y a que le président Hissène Habré. Une fois qu'on entre à la DDS et qu'on est fiché, il n'y a que le président Hissène Habré qui pouvait ordonner la libération du prisonnier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux me prononcer sur cet aspect? Pour mon cas, je sais que c'est lui qui m'a libéré et il était informé. Quand il était informé, il m'a libéré. Mais est-ce que le cas de mes frères aussi a été porté à sa connaissance? Ça, je ne sais pas. Et je ne saurais me prononcer avec exactitude sur cet aspect. Le fils de Dadji a été entendu. Il a déposé ici avant-hier. Et il a dit que son père était très ami à Hissène Habré, qu'il a été pris à son domicile et il a disparu. Oui. La veuve de Michelin aussi a dit que son mari entretenait de très bonnes relations, des relations particulières avec le président, qu'il a été aussi pris chez lui, il a disparu. Oui. Hassan Diamous était comme chef, il a été lui aussi tué, disparu. Comment analysez-vous donc les rapports de l'accusé M. Hissène Habré avec ses amis ou avec en tout cas ses partenaires? Comment vous analysez ça, ce comportement? Bon, ce n'est pas pour l'insulter, mais je crois qu'il y avait une obsession du pouvoir. Il y avait une obsession du pouvoir, il y avait cette peur de perdre le pouvoir. Donc, le besoin d'être au pouvoir est au-dessus des relations amicales ou parentales. Je crois que c'est ça qui avait guidé, je crois, le comportement du régime à l'époque. Sinon, ça ne peut pas s'expliquer dans un contexte musulman qu'on puisse prendre un ami, un parent, etc., le faire disparaître et qu'on ne tienne pas sa parole, tout ça, je crois que ça ne se fait pas régulièrement. Il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours étonné, c'était la possibilité qu'avait la DDS, ou en tout cas les gens du régime à l'époque, de vider les comptes bancaires des personnes qui sont arrêtées ou disparues. Parce que quand même, la banque, c'est quelque chose de sérieux, c'est structuré. N'importe qui ne peut pas accéder n'importe comment dans les deniers de quelqu'un. Mais comment ça peut s'expliquer comment ça pouvait s'expliquer? Parce qu'on vide le compte de quelqu'un, on prend son salaire, on touche son salaire. Comment ça pouvait se justifier? Mais si prendre quelqu'un dans sa maison et aller le liquider est possible, le reste, c'est plus facile. Le plus difficile, c'est de prendre un être humain chez lui, un être humain innocent, l'amener quelque part et le liquider. C'est ça le plus difficile. Si cela est facile, le reste, je crois qu'il n'y a pas de scrupule à se faire. Si on peut le faire, si on peut le faire. Mais les banques, quand même, étaient dirigées par... c'est une institution structurée, avec des règles. Comment ça se fait qu'on puisse laisser quelqu'un... Ou bien alors, c'est parce qu'on est de la DDS, qu'on vient au nom de la DDS, on pouvait tout se permettre, on pouvait prendre l'argent de quelqu'un aussi, partir avec. C'était ça le cas. Il n'y a rien d'écrit quelque part que la DDS
a le pouvoir d'aller impunément prendre les biens, etc. Mais c'est ce qui se fait malheureusement quotidiennement. Vous avez soutenu hier que, peut-être que je n'ai pas bien compris, quand vous concluez votre déposition, qu'il y a eu des massacres au Tchad, et il y en aura encore, et c'est pour cela que vous voulez inviter les Tchadiens à se réconcilier après, bien sûr, le procès, après la réparation. C'est ce que vous voulez dire réellement? Oui, et je disais que notre association a pour objectif aussi de chercher les voies et moyens pour réconcilier les différents fils du Tchad. Parce que dans le contexte tchadien, il n'est pas exclu que si on agissait comme parce qu'on dit que bon, celui-là, il a fait quelque chose, donc c'est fini, on fait ceci, cela, il n'est pas exclu, vu les relations, l'enchevêtrement, donc des relations parentales, des relations d'alliance que nous avons avec les différentes ethnies, que cela rebondisse. Pour que cela ne rebondisse pas, je crois qu'il faudrait que les différents fils trouvent une... Nous, on avait dit qu'il faudrait trouver une procédure comme en Afrique du Sud. On avait procédé à ce qu'on appelle, je crois, il y avait un nom que j'ai oublié, pour que tout le monde se défoule, pour que tout le monde parle, que les gens disent s'ils reconnaissent leurs faits, s'ils ne reconnaissent pas, etc. Et finalement, qu'on oublie. C'est ça la réconciliation. Mais je n'ai pas en tête le contour, je crois, que d'une telle procédure. C'est ce que je disais tout le temps devant les juges et devant les autorités. Sinon, vu la complexité sociale du Tchad, il n'est pas exclu que si on ne procède pas à une certaine réconciliation, après ce qu'on est en train de faire, parce que pour eux, c'est pour les gens qui sont en brousse, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un exercice intellectuel qui ne leur dit absolument rien. C'est lui, un vieillard qui se trouve, je ne sais pas, à 1000 km de N'Djamena. On leur dit, il y a des juges, il y a des plaignants, il y a des accusés, on est en train de faire, mais qu'est-ce que ça lui dit? Lui, il sait que les Gorans ont tué quelqu'un, un de leurs. S'il n'y a pas eu cette réconciliation, mais dès que l'occasion se présente, mais il va agir. Ça, c'est-à-dire, c'est une habitude. À tous les clans, à toute l'ethnie. Je pense que c'est justement pour que ça ne recommence pas que nous sommes là et qu'il y a la justice. Je souhaite bien que ça ne recommence pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Professeur, oui. Bonjour. Je dois dire professeur. Vous étiez professeur de chaire? Non. Agrégé? Non. Je suis HDR en anthropologie linguistique. Et chez nous, quand vous êtes HDR, HDR, on vous reclasse comme maître de recherche. Mais vous étiez agrégé au moment des faits ou pas encore? Non. Je suis HDR en anthropologie linguistique. D'accord. L'agrégation ne se fait pas dans notre matière. Oui. Convenez tout de même que vous étiez une personnalité, un intellectuel reconnu à cette époque. Et je crois que vous étiez même soupçonné d'appartenir à un shadow cabinet, comme on dit, à un gouvernement parallèle, ou en tout cas officier. Vous étiez important à l'époque. Selon vous, qui pouvait décider de votre arrestation à cette époque? Je crois que vous avez parlé de El Dionto, vous avez parlé de cet agent qui est venu vous réclamer, mais selon vous, aujourd'hui, lors d'arrestation, pouvait venir de qui à cette époque? Bon, je n'étais pas important à l'époque, comme vous le dites. J'étais presque... Bon, si j'étais important, c'est peut-être à cause de ma réserve.
peut-être à cause de ce qu'on disait, que j'étais un peu sage, je ne me mêlais pas des histoires de politique, etc. Mais si j'étais simplement chef de département de lettres et linguistiques qui à l'époque était presque méconnu, hein, n'avait pas une grande importance à l'époque. Bien, mais votre question exactement, je n'ai pas très bien saisi. Je demande, selon vous, qui pouvait décider de votre arrestation, qui a ordonné en termes clairs votre arrestation, selon vous? L'ordre, donc, en général, c'est l'ordre d'arrêter tous les opposants. Ça part comme ça. Je crois que ça ne peut pas partir d'ailleurs que au niveau de la présidence. Voilà. C'est-à-dire que si on dit que vous devez arrêter tous les Agawa parce qu'ils sont des opposants, mais un simple directeur ne peut pas prendre une décision comme ça. Donc, en termes clairs, selon vous, l'ordre était d'arrêter tous les opposants et que cet ordre ne pouvait venir que du président de la République? Je le suppose. Vous parlez également de Sidiou Fadoul. Sidik Fadoul, dont le retour à N'Djamena avait été sollicité par le président lui-même. Oui. Lors de vos arrestations, vous étiez un peu connu à l'extérieur. Vous avez parlé des interventions des ambassades, oui, des Américains, des Français et même des milieux universitaires qui s'est ligués à l'époque. Selon vous, ces interventions étaient dirigées vers qui? Qui était interpellé par rapport à ces interventions afin d'obtenir votre libération? Qui était interpellé? Je crois que la demande de HCR, c'était de dire s'il est coupable, il faut l'introduire en justice. S'il n'est pas coupable, il faut le relâcher. Je crois que ça concernait tous mes frères aussi. Ça, c'est la démarche. Mais maintenant, ce qui concerne les Français, mes amis, ils m'ont reçu après ma libération, c'était la famille Tubiana. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. La famille Tubiana, c'est une famille qui est connue. Hissène Habré le connaît parce que c'est des amis, à lui aussi. Il se rend chez eux aussi. Donc cette famille me prenait comme un enfant. En 1900, quand j'étais jeune, j'étais au lycée, ils m'ont amené à Paris. J'ai passé 3 mois avec eux et ils me considéraient comme leur propre enfant. Aussitôt qu'il avait appris mon arrestation, je crois qu'il avait réagi. Ça, c'est du côté français. Du côté américain, j'étais donc un chercheur parmi les Américains qui étaient à la CIL. Et précisément Master David, qui était le directeur de la Société internationale de linguistique. C'est avec lui que j'avais signé un accord de partenariat. Donc, parce que j'étais à l'époque directeur de l'Institut national des sciences humaines, avant d'être vice-recteur. Et c'est avec moi qu'ils avaient signé l'accord de partenariat. Et on travaillait ensemble. Donc, eux, ils avaient agi à travers leur ambassade aussi. Donc c'était comme ça, et les Allemands aussi. Donc j'étais dans le groupe de professeurs allemands en linguistique, parce qu'ils venaient faire des recherches au Tchad, et moi je me rendais régulièrement en Allemagne. Donc c'était comme ça que tout le monde a agi à sa manière. Ma question, c'est que quand la communauté internationale se mobilise dans un pays par rapport à des violations de cette nature, qui est interpellé au premier chef? C'est El Dionto, c'est Issa Haraway? Non. Qui est interpellé? C'est ça. Au niveau international, c'est le président qui est interpellé. Voilà. Ce n'est pas les directeurs, ce n'est pas les sous-directeurs. D'accord. J'insiste sur ces questions parce que tout à l'heure, à la question de savoir si M. Habré pouvait être au courant de tout ce qui se passait, vous avez semblé circonscrire sa connaissance à la DDS. Or, de par votre récit, vous parlez de Sidik, qui aurait été invité par Habré. Vous-même reconnaissez que sans doute ce n'est pas El Dionto ou un autre qui a décidé de votre arrestation. Pourquoi avez-vous donné cette réponse qui a paru un peu perplexe, qui nous a laissé un peu perplexes? Je n'ai pas vraiment saisi la question. Tout à l'heure, répondant à une question, oui, à savoir si M. Habré pouvait être au courant de cette épuration ethnique, si j'allais dire, parce que vous-même vous parlez de votre famille, vous parlez de 46
Fadoul Oui. qui ont disparu. Pas 46 Fadoul, 46 du cercle familial de... Oui, du cercle familial qui ont disparu. Dans une seule famille, 46. Je ne parle Plus, pas. hein. Plus. C'est dans le 200 quelques, hein. Oui. Dans le document que j'ai remis au juge. Voilà. Le document de presque 200 pages, il y en a beaucoup, hein. Donc votre seule famille, 200. Et sans compter donc les autres disparus. Je précise ici que ma famille, vous savez que dans la société Zagawa, les alliances sont considérées comme une stratégie politique. C'était une sorte d'assimilation sociale. Quand un chef est nommé, la première chose qu'il fait, il cherche à s'allier aux différents clans. C'est-à-dire qu'il prend des mariages, des filles des différents clans pour attirer, c'est-à-dire ces clans-là. Ce qui fait que mon père étant un chef, il s'est marié, je crois, à 12 femmes. Pas à la fois, bien sûr. Bon, après des divorces, après des morts, etc. À 12 femmes de différents clans. Si bien que si vous prenez aujourd'hui une famille bien connue dans la famille Zagawa, si vous remontez au 3e ascendant, probablement on se rend compte. On se rend compte que c'est une famille très large. Oui. Ma question, c'est que votre réponse de tout à l'heure, relativement à la supposée connaissance ou non des faits qui ont été commis par M. Sanabré, vous avez semblé circonscrire votre réponse, en tout cas votre certitude, votre conviction, à la seule DDS où vous êtes certain que M. Abré a couvert et immunisé les actes de la DDS. Oui. Mais de par votre récit, d'abord personnel, votre drame personnel, l'histoire de Sédic et votre arrestation même, n'avez-vous pas sous-estimé en tout cas la connaissance ou en tout cas le degré de connaissance que M. Abré pouvait avoir compte tenu de l'ampleur des faits et surtout par rapport aux Zagawa en tant que tel? Non, ce n'est pas seulement la DDS. Il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a tout. Donc tout dépendait de lui. Je vous ai dit les massacres qui ont eu lieu dans le Nord. Les 300 personnes, qu'on nous dit 300 personnes massacrées à la fois, les quarantaines d'officiers, c'était directement, c'était parti de la présidence. Les commandants en chef, on part dans une unité, dans une région, pour tuer les gens, amener les blessés, etc. Le commandant en chef n'est pas au courant. Le conseiller des affaires militaires n'est pas au courant. Mais qui pourrait être au courant dans ce cas-là? Donc, et qui pourrait agir si ce n'était pas un ordre du président? Guinée-Corée ne pourrait pas agir dans l'armée directement si l'ordre ne venait pas de son patron. Ce n'est pas possible du tout à l'époque. Hassan Diamous était quelqu'un de très puissant à l'époque. Vous avez dit la seule erreur de Abré. Je comprends aujourd'hui que peut-être votre réponse n'était pas exhaustive et que vous êtes revenu là-dessus. Donc ça me satisfait. Mais quand même, vous avez utilisé tout à l'heure, la seule erreur, c'était de couvrir la DDS et d'immuniser les actes de la DDS. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je disais lors d'une interview à N'Djamena que l'erreur monumentale de Sénabré, ce n'était pas d'avoir combattu la rébellion, parce que combattre la rébellion, ça se fait dans tous les pays. Si vous êtes un gouvernement en place, vous avez une rébellion en face, mais vous n'allez pas croiser les bras et se faire tuer, ça c'est évident. Mais l'erreur, c'est de s'être attaqué aux innocents, aux civils innocents, et d'avoir pratiquement immunisé cette machine de répression qui est la DDS. Ça, je crois que c'est une erreur vraiment, comme je disais, monumentale. Je dis immunisé dans le sens que vous êtes un simple agent de la DDS, vous avez un petit problème, je ne sais pas, de biens, de femmes, etc. Vous fomentez quelque chose, vous allez prendre la personne, vous l'amenez, mais personne ne peut lui demander des comptes. C'est la sécurité d'État. Si vous lui faites quelque chose, peut-être que ça va faire tache d'huile, parce que tache d'huile, et les autres vont
s'abstenir à faire et peut-être on aurait failli à instaurer exactement la sécurité. Bon, c'était quelque chose qui était instauré comme ça. C'est-à-dire que la DDS, c'était intouchable. C'est ça ce que j'appelle donc immunisé. Hier, vous avez décrit votre physionomie ou votre état de santé quand vous étiez libéré comme pratiquement une loque humaine. Oui. Vous disiez que il est évident que si vous demeuriez encore quelques jours, vous seriez mort. C'était mon appréciation. Vous l'avez dit. Oui. Est-ce à dire que ceux qui étaient détenus dans ces conditions n'avaient pas une espérance de vie de plus de... Parce que vous avez fait 15 jours, combien de jours encore? 15 jours. Oui. 15 jours, et si je faisais encore 10 jours en plus, Voilà, je ne sortirais pas. 25 jours. Est-ce à dire que l'espérance de vie en milieu en détention dans ces locaux, excepté la cellule C qui était la cellule de la mort, évidemment, qui était prédestinée à la mort, est-ce à dire que ces cellules 1, 2 jusqu'à 4, et vous avez décrit des personnes mortes devant vous, est-ce qu'à dire qu'au bout de 25 jours, aucun détenu n'avait la chance de survivre? C'est-à-dire que même dans les cellules du sous-sol, de la piscine, les traitements n'étaient pas les mêmes. Il y a des gens qui pouvaient aller se laver. Nous avons vu par les fentes qu'on faisait sortir des gens aller aux toilettes, revenir. Nous n'avons pas eu cette occasion. Il y a des gens à qui on refusait catégoriquement de sortir, d'uriner sur place, de déféquer, et la nourriture, je vous ai décrit, c'est un pli de quelque chose du riz mélangé à du sable. L'eau, je crois que c'est à peu près 1/4 de litre qu'on nous donnait. On prenait dans des petites boîtes de conserve, on se partageait. Ceux qui veulent se mettre sur la tête, ils le faisaient à cause de la chaleur. Ceux qui veulent boire, ils le faisaient. Ceux qui veulent conserver pour les ablutions, je crois que personne n'avait fait des ablutions pendant que j'étais dans la cellule, ils le faisaient aussi. Mais c'était des conditions impensables. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ces conditions, je crois qu'il ne va même pas faire 15 jours. Il y en a qui vont mourir avant même 15 jours. Vous aviez dit également hier que les toilettes étaient à 10 mètres ou 15 mètres de votre cellule, mais vous n'aviez jamais eu l'opportunité d'accéder à ces toilettes. Oui, oui. Était-ce un interdit de vos geôliers qui ne vous laissaient pas aller, ou bien c'est vous-même qui n'éprouviez pas? Non, les gens déféquaient dans la cellule. Personne n'a envie de déféquer dans la cellule. On urinait avant même notre arrivée, il y avait une petite nappe d'urine là-dedans, les gens qui étaient avant nous. Donc, est-ce que nous, on avait envie de dormir dans nos déchets? Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la possibilité d'aller aux toilettes. Ça, c'est ma dernière question, professeur. Aujourd'hui, vous semblez être quelqu'un qui n'est pas du tout rancunier. Vous semblez être quelqu'un qui prône la réconciliation nationale. Évidemment, les victimes disent justice d'abord, vérité d'abord, n'exclut pas évidemment la réconciliation nationale. Mais vous avez perdu énormément de membres de vos familles. Vos frères ont disparu. Vos sœurs sont devenues des veuves. Vos frères sont devenus peut-être des veuves. Qu'avez-vous ressenti pendant toute cette période, au point aujourd'hui d'avoir cette force morale de vouloir pas tout effacer, mais pardonner, si je peux dire, ou bien pouvez-vous préciser votre pensée par rapport à cette nécessaire réconciliation nationale qui revient souvent dans votre discours? D'abord, je suis un croyant. Et dans notre culture de musulmans, on prône, je crois que le pardon. Le pardon passe avant la vengeance. Pardonnez à celui qui vous a fait le plus du mal. Donc je crois que
tuer quelqu'un. Les fratricides ont existé depuis notre origine. Ça existe. Ça peut exister jusqu'à la fin du monde. Mais le pire, c'est de ne pas vouloir se réconcilier et de continuer dans la paix. Je crois que nous réconcilier, oublier, bon, que peut-être ce n'est pas possible, mais laisser de côté ce qui est passé et de voir avec sérénité l'avenir, je crois que c'est la meilleure des choses. Je ne dis pas que je n'étais pas, c'est-à-dire je suis vraiment, j'ai effacé tout dans ma tête, etc. Je n'ai pas de rancune, c'est vrai. Ce n'est pas que Hissène Habré m'avait fait du bien, bien sûr. Il m'avait fait du bien, il m'a épargné la vie, ça c'est la meilleure des choses. Mais il a aussi, bon, c'est-à-dire dans son régime, il a pratiquement décimé ma famille. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il y ait d'abord la justice. On pardonne à quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. On ne peut pas, le pardon et par définition, s'adresse à quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Mais à partir du moment où on n'a pas de réponse, on n'a pas de parole, on n'a pas rien, je ne sais même pas, peut-être on se réconcilie comment, même si on dit aujourd'hui libérez Hissène, allez-y, réconciliez-vous. Alors, vous allez me donner la méthode par laquelle nous allons nous réconcilier. S'il n'y a pas la communication entre nous, s'il n'y a pas d'échange entre nous, les hommes se comprennent par la parole. Il n'y a plus de parole entre les deux interlocuteurs. Comment vous allez vous comprendre pour parler de raison, pour parler de pardon, pour parler de religion, etc., etc. C'est impossible. La meilleure façon pour Hissène Habré, même s'il est convaincu que ça ne sert à rien, c'est de dire « j'ai fait ça, je reconnais, je n'ai pas fait ça, je ne reconnais pas ». Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le professeur Zakaria Fadoul. Bonjour. Bien, moi j'ai quelques questions à vous poser. Comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, vous êtes revenu plusieurs fois sur un mot que j'ai retenu, le mot « erreur ». Vous êtes un professeur de lettres. Je ne sais pas pourquoi vous êtes revenu tout le temps sur le mot « erreur ». Pensez-vous que tout ce qui s'est passé pendant autant de temps, 8 ans de règne de M. Hissène Habré, la répression, le nettoyage ethnique qui s'est produit, tant au niveau des Adjaraï que des Akawa que vous représentez, vous avez parlé de 200 quelques personnes décimées, et votre propre famille, 46 personnes, si j'ai bien noté. Pensez-vous que tout cela peut être qualifié d'erreur, comme vous l'avez dit? Parce que l'erreur, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on ne se rende compte. Or, il y a une volonté dont, même quand vous arrivez en prison, on vous dit que vous venez ici pour mourir. On vous dit clairement que vous êtes venu ici pour mourir et non pour sortir. Pensez-vous que c'est ça l'erreur? Bien, l'erreur, c'est lui. Bon, on fait quelque chose, on croit que c'est ça la meilleure façon, mais on est à côté, donc on a fait une erreur. Je prends par exemple, bon, quand je dis erreur, mais quand Hissène a lancé son armée dans le sud, c'est la Constitution qui lui donnait raison, parce qu'il y avait une partition du pays. Mais l'erreur, c'est quoi? C'est de l'erreur de lancer l'armée comme ça, sans retenue, sans dire attention, ne faites pas ça, faites ceci. Quel est le pays aujourd'hui qui peut autoriser une rébellion de diviser le pays en deux? Ça n'existe nulle part. Donc, la faute, ce n'est pas d'avoir combattu la rébellion qui voulait diviser le pays, mais l'erreur, c'est-à-dire qu'on s'est trompé sur l'agissement de l'armée et de la sécurité. Il n'a pas coordonné, donc il n'a pas vérifié, contrôlé comme il le faut les activités de ces éléments. C'est ça ce que j'appelle erreur. Sinon, le fait de lancer l'armée contre une rébellion qui veut diviser le pays, même aujourd'hui, Idriss Déby qui est actuellement en place, il le ferait. Ça, je suis sûr, j'en suis sûr. Je ne Ça, parle c'est pas. un. Ensuite, oui. Ok,
Ok. Pour Oui, préciser ma question, c'est que je ne parle pas de l'armée ni de la rébellion. Je parle de la création des DDS et de toutes les 7 prisons qui existent dans la ville, dans tout le pays, même en province, pour l'arrestation de toutes les personnes qui sont considérées juste par leur ethnie comme des personnes à être arrêtées. Juste parce que soit vous appartenez à la communauté Adjaraï, on vous a arrêté. Hier, on a eu à suivre. Et tous les gens qui ont déposé ici. Et vous, vous représentez la communauté Zakawa. Et vous dites que vous représentez au moins, je ne sais pas, 700 quelques victimes. Ce n'est pas tous des Zagawa, hein. C'est Ok. l'association. Ok, donc... Il y a des Sarah, il y a des Hajara, il y a tout. Voilà, Ouais. c'est pour dire qu'il y a eu des nettoyages ethniques. Je n'ai pas parlé de la rébellion ni des forces de l'ordre au niveau des fans. Vous avez dit des fans, mais moi je parle de la création de ces prisons qui ont arrêté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des innocents, des personnes innocentes. Oui, oui. Est-ce que c'est cela l'erreur, quoi? Non, En fait. nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que le régime a déraillé. Ça, il n'y a pas d'équivoque possible. La DDS est un élément de la structure de gestion du pays. C'est un des éléments. C'est dans cet élément qu'il y avait eu le plus d'abus. Ça, on le reconnaît. Il y a eu des arrestations illégales, des exécutions, des tortures. Ça, je reconnais. J'ai dit grosso modo, ce qui a motivé la réaction de l'ICN, c'était l'opposition menée par les plus proches de ces éléments. C'est-à-dire les gens qui étaient avec lui, qui l'ont amené au pouvoir et qui se sont rébellés contre lui. Je dis l'erreur qu'il fait, c'est de dire le régime est menacé. Il avait le sentiment qu'il agissait conformément au texte en vigueur. Ça, j'en suis sûr. Il avait le sentiment, lui, qu'il agissait conformément au texte en vigueur. Or, les exactions, les tortures, les disparitions centrales, ce ne sont pas des choses conformes au texte. C'est pourquoi je les appelle des erreurs. Et il n'a pas eu, c'est-à-dire il n'a pas vu ça. Moi, il n'a pas vu. Ça, c'est bon, il n'a pas vu, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris dans son ensemble le système et dire que je suis dans la mauvaise voie. Il faut que j'arrête. Il n'a pas fait, il n'a pas arrêté. Il n'en était pas conscient, ce que vous voulez dire, si je comprends bien, pendant qu'il était au pouvoir. Il était conscient, mais il pensait qu'il agissait conformément au texte en vigueur. OK. Pour ce qui est de l'arrestation, de votre arrestation en question, c'est que lorsqu'on vous a arrêté, vous avez eu à faire mention comme quoi je ne sais pas, l'agent de la DDS vous a dit la responsabilité est collective. J'ai noté ça. C'est le commissaire. Le commissaire. Il Commissaire s'agit de quelle responsabilité? La responsabilité de fait, parce que lui, il considère que tous les membres de ma famille sont des opposants et qu'il était en train d'agir contre le pouvoir. Donc les actes qu'il pose, je suis aussi le responsable de ces actes. Par ricochet, parce que dans le concept de responsabilité, donc de responsabilité au sein des ethnies, c'est que l'individu paye pour l'ethnie et l'ethnie paye pour l'individu. Alors, donc, si j'ai compris bien, vous avez aussi parlé du fait qu'on vous a posé la question, vous êtes d'où quand vous arrêtez? C'était ça la question qu'on vous a posée? Non, plusieurs questions. On m'a demandé qui je suis, comment s'appelle mon père, ma mère, combien de frères j'avais, etc., etc. D'où je suis, est-ce que je suis un Zagawa du Kobe, du Denedi, du Darfour, etc. Oui. Alors, pour revenir à votre déposition aussi, vous avez eu à dire que vous avez donc perdu 8 frères, si j'ai bien noté, c'est 8, de même père, même mère? 7. Ouais. Vous avez... Attendez, je corrige, hein, pas même père, même mère. Même père, c'est un seul, mon grand frère Abdoulaye Fadoul, c'est le militaire qu'on avait donc pris à Ounyanga Kebir. Les restes, c'est-à-dire nous sommes des mêmes pères, mais des mères différentes.
Alors, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez dit qu'il y a une phrase que j'ai eu à noter. Lorsqu'on vous avait dit qu'à minuit, si vous ne donnez pas, je ne sais pas, votre réponse... Oui, à minuit, je vais vous faire revenir ici. Voilà. Et je vais vous faire sortir ce que vous cachez derrière la tête. Derrière la tête. Phrase, oui. Et tout ce que vous avez pensé, tout ce que je pensais, ne plus penser à ce monde. Oui. C'était ce que j'ai noté. Oui. Donc, avec tout ce que vous avez vécu, tous ces moments-là, parce que quand on vous suivait, on avait même l'émotion, tout ce que vous avez vécu dans votre famille et tout ce que vous avez enduré, vous avez en face de vous l'accusé et vous dites que, bon, vous parlez tout de suite de la réconciliation et, à mon avis, c'est pas trop pressé? Non, la réconciliation, je l'ai dit à tout moment. Hein, il y a 2-3 mois, quand j'ai rencontré le président de la République avec le guide qui est ici, je lui ai dit la même chose. Et il m'avait répondu que oui, nous sommes pour la réconciliation, mais c'est après le jugement. Donc, la réconciliation, nous avons prôné, notre association a prôné la réconciliation dès le départ. Parce que ça fait partie de nos objectifs. Donc, vous trouvez que si nous sommes là, ce n'est pas pour la réconciliation, nous sommes d'abord pour la justice. Non, la première étape, c'est la justice. Et je vous ai dit qu'une réconciliation, c'est qu'il faudrait que les deux parties disent tout ce qu'ils veulent dire avant de concevoir une réconciliation. Donc, je crois que le lieu indiqué pour dire tout ce qu'on pense, c'est ici, en ce moment-ci. OK. Merci. Bien. Je constate qu'il n'y a plus d'intervenants au niveau des parties civiles. Il est bientôt 11h, moins peut-être 2 minutes. Je crois qu'on pourra observer à présent la pause de la demi-journée pour reprendre l'audience dans un quart d'heure. Et en ce moment, le témoin pourra recevoir les questions de la défense.